Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission de Master Mag, l'émission des M1 Journalisme, la Team M1 comme on aime l'appeler. Je suis accompagné de Alison aujourd'hui, bonjour. Salut. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler de sujets divers qui vont aller de la politique jusqu'au sport, par exemple avec le grand débat ou alors avec les foulées lilloises. Mais avant de voir tout ça, nous allons visionner un reportage sur le bio demain, l'agriculture et l'association qui aide à la conversion au bio. Nous sommes aujourd'hui sur le marché de Croix, place des Martyrs de la Résistance, donc le samedi matin. Nous sommes ici pour Bio Demain. Alors Bio Demain, nous on accompagne les agriculteurs en conversion biologique. On les aide à passer au bio en les rémunérant équitablement. Donc l'idée pour nous, c'est de faire en sorte que tous ces producteurs qui ont des terres en conversion biologique soient accompagnés et qu'on les rémunère équitablement avec leur travail. C'est relativement simple. Aujourd'hui, on prend le petit camion, on va voir l'agriculteur. C'est lui qui fixe ses prix. Donc on achète ses produits au prix qu'il nous a donné. On récupère ses produits, on met tout dans le garage de Stéphane. Et ensuite, le samedi matin, on va récupérer les produits, on met dans le camion, on arrive là vers 7h. Et à 7h30, 7h45, tout est prêt à vendre. Avec Stéphane qui est juste derrière, ça fait longtemps qu'on a envie de se lancer dans une aventure humaine et écologique. Et récemment, on s'est parlé de la conversion biologique, notamment mon grand-oncle qui a fait une conversion biologique et qui n'a pas réussi à la terminer. Il a dû revendre l'exploitation. Alors en fait, pour un agriculteur, passer au bio, c'est compliqué. C'est 2 à 3 ans durant lesquels il a une chute de rendement, des investissements, un nouveau métier à apprendre, et pour autant un prix de vente qui reste le même. En fait, comme il n'est pas certifié, il vend ses produits au même prix que n'importe quel agriculteur. Alors que pour autant, il a toutes les contraintes du bio. Du coup, nous, on fait en sorte qu'ils soient rémunérés équitablement pour leur travail. Stéphane les appelle, on est mis en contact par des organismes aussi, comme Bio en Hauts-de-France ou AproBio, donc des organismes locaux qui mettent en relation les agriculteurs avec d'autres structures qui peuvent les aider. C'est compliqué quand on n'est qu'à moitié du milieu, qu'on a eu beaucoup de mal en fait à acquérir une certaine crédibilité pour leur montrer qu'effectivement on était sérieux et on pouvait faire un partenariat ensemble. Et après, la deuxième contrainte qu'on a, c'est qu'on se positionne sur un segment qui n'est pas connu. Donc la conversion biologique, c'est pas connu. C'est entre le classique et le biologique. Et du coup, faire comprendre aux clients la démarche qu'on a. Je m'occupe principalement de l'approvisionnement en fruits et légumes et aussi produits transformés. Donc en fait, je suis là pour trouver une belle gamme de produits, pour être certain d'avoir des produits en quantité pour les clients et une belle diversité. Moi de mon côté, je m'occupe de tout ce qui est vente et partenaires. Donc c'est moi qui vais démarcher les magasins, qui vais voir sur les marchés comment on pourrait vendre. On a pas mal de partenaires différents. On a des partenaires, donc effectivement les collectivités locales. On a aussi des partenaires métiers, donc des personnes qui connaissent bien le métier, qui peuvent conseiller aux agriculteurs de venir nous voir. Et enfin, on a des partenaires entrepreneuriaux. En fait, ils vont nous coacher sur l'entreprise, sur l'avancement, sur le côté un peu start-up qu'on essaie de développer. Est-ce qu'on est les seuls à faire ça? Alors, il y en a qui aident les agriculteurs d'un point de vue technique. Tout ce qui est chambre d'agriculture, Bio en Hauts-de-France, qui est un regroupement d'agriculteurs bio. D'un point de vue financier, il y a des aides de l'État, mais elles mettent beaucoup de temps à arriver, en moyenne 1 à 2 ans. Et donc, on est, je pense, les seuls à valoriser le prix des produits en conversion biologique. Il y a eu quelques initiatives pour des jus de pommes, mais c'est vraiment une minorité. Oscar Lippert, bonjour. Bonjour Alison, bonjour Quentin. Vous avez donc fait le reportage sur la bio demain. On va vous poser quelques questions. Est-ce qu'il y avait du monde déjà au stand et est-ce que c'était de manière générale convivial avec le beau temps durant ces vacances? Alors on est arrivé en fin de matinée, donc un moment où justement il y avait énormément de monde sur le marché. Alors les habitués en fait étaient là très tôt le matin, ce qui fait que nous avons manqué de les croiser. Par contre, nous, au moment où nous sommes arrivés sur le marché, on a vu pas mal de commerçants qui, eux, étaient là plutôt pour se renseigner vis-à-vis du stand et vis-à-vis des produits. Mais c'est vrai que globalement, pas mal de monde passait au niveau de ce stand. Okay. Et donc c'était à Croix, c'est ça? Ouais, c'était à Croix. C'était au marché de Croix. Est-ce qu'on peut retrouver ce type de produit ailleurs qu'à ce marché? Alors le dimanche matin aussi, la même association Bio Demain, est présente sur le marché de Lille, place du Concert, de 8h à 13h. Oui, que je connais très bien. Ouais. Est-ce que, question un peu plus personnelle, est-ce que le bio est une solution miracle pour vous, pour la suite, avec tout cet environnement, dans ce grand débat, etc. Ouais. Est-ce que pour vous, le bio est la solution miracle pour le futur? Alors, j'ai pas une opinion tranchée à ce niveau. Par contre, je dirais que... Mais en 2018, j'ai vu que 9 dixièmes des personnes, 9 dixièmes des Français
déclaré avoir franchi le pas en fait en 2018. Ah oui. Après, ce qui peut être aussi une conséquence de l'idée reçue selon laquelle les produits bio ne contiennent pas de pesticides et qui n'est qu'une idée reçue et pas totalement véridique. Peut-être que le coût aussi du bio, qui est un petit peu plus cher que le reste, fait que le pourcentage de la population restante n'achète pas forcément bio. Aussi. Donc vous parlez des agriculteurs. Est-ce qu'ils reçoivent vraiment une aide de l'État pour passer à cette transition du bio ou pas? Alors ils reçoivent des aides, mais qui mettent énormément de temps à arriver. Là, il y a quelques jours, il y a eu d'ailleurs une polémique. C'est la Fédération des agriculteurs biologiques qui ont porté plainte contre l'État parce qu'il y a un retard qui s'est accumulé au niveau des aides. Et donc l'État entre en justice face à eux vis-à-vis de cela. Et ce qui en fait pose énormément de problèmes parce que pendant ces 2-3 années de conversion au bio, il y a eu beaucoup de dépenses qui ont dû être faites pour ces agriculteurs et forcément le retard les impacte énormément à ce niveau-là. D'accord. Et en off, vous m'avez dit que vous aviez dégusté une pomme de l'agriculteur. Est-ce que vous pouvez me dire si elle a été meilleure que les pommes pesticides qu'on peut trouver dans les... délicieuse, vraiment, un plaisir comme j'en ai rarement eu pour manger une pomme. Ouais. Un peu déçu de ne pas en avoir une aujourd'hui, mais bon. Oui, j'irai en chercher une bientôt, pour la prochaine fois. Sans doute. Merci Oscar. Merci à vous. L'agriculture qui est donc un thème très important et qui est également un thème du grand débat. C'est un reportage que Com et Nina ont fait. On va en parler juste après le reportage. Depuis son lancement le 15 janvier, plusieurs communes ont organisé un grand débat national. Notre équipe s'est rendue au débat de Saint-Angoël, petite ville de 6000 habitants du Pas-de-Calais. Alain Dubroc, maire des Saint-Sois, était présent à l'hôtel de ville pour l'occasion. Nos journalistes lui ont demandé ce qu'il pensait de l'organisation de ces grands débats par l'État. Je pense qu'il y avait donc un vrai besoin et ils se sont aperçus que dans notre commune, la municipalité est à l'écoute des gens et je trouve que c'est bien, on continue de nouer du lien, il n'a jamais été descendu avec ma population, mais on continue de leur montrer qu'on est à leur écoute en permanence. Et je pense que c'est un vrai succès. Un véritable succès pour ce maire qui se réjouit de la participation à la réunion. Non, effectivement, toutes les communes n'organisent pas ce grand débat. C'est laissé à l'initiative des élus, des associations, même des particuliers qui peuvent organiser un grand débat. J'aurais pu mettre à disposition une salle. Donc c'était indispensable de le faire au niveau de notre commune. Et je ne me suis pas trompé, vu le nombre de personnes qu'on a vues ce soir. Là, j'ai eu la satisfaction de constater qu'il y avait une 50aine de personnes qui sont venues à notre invitation. L'éventail, il allait de 45 à 70 ans. Et c'est vrai que c'est un regret qu'on peut avoir, qu'il n'y ait pas eu cette jeunesse qui aurait pu apporter encore d'autres choses, d'autres idées, d'autres ambitions, une vision différente sûrement. Mais peut-être que c'est à nous aussi, les plus âgés, essayer de faire inculquer cette chose politique pour dire que les jeunes se l'approprient d'une manière plus prégnante. Pour cadrer la discussion, le maire a repris les thématiques proposées par l'État. Démocratie et citoyenneté, l'organisation de l'État et des services publics, la fiscalité et les dépenses publiques, ainsi que la transition écologique. C'est intéressant qu'on ait eu ces quatre thématiques abordées. Et c'est vrai que celle qui est revenue souvent, c'est la démocratie et la citoyenneté. Effectivement, je suis satisfait parce qu'on s'est écouté les uns les autres, on s'est respecté, il n'y a pas eu trop de brouhaha. Et je pense que ça veut dire qu'on était dans une démarche collective, dans une démarche prospective. Et c'est ainsi qu'on avance. C'est un bel acte tout à fait de démocratie. Et la démocratie concerne aussi les petites communes. Comme Saint-Angoël, elles peuvent faire entendre leur voix pour le grand débat. Je ne sens pas de ségrégation entre les petites communes et les grandes. Plus on est important, plus on pèse. Donc nous, c'est vrai qu'on pèse au niveau de la commune, mais on pèse surtout au niveau de notre comité d'agglomération et du pôle métropolitain qu'on ambitionne de faire pour venir en situation d'être en concurrence avec des grosses métropoles comme celle de Lille par exemple. Rappelons que le débat a été lancé suite aux manifestations des Gilets jaunes commencées en novembre dernier. Elle continue et pour Alain Dubroc, le débat est une solution aux troubles actuels. Là, c'est une ambition, c'est que les questionnements qui ont été émis aujourd'hui ou ailleurs, on ait des réponses dans un temps relativement bref. Sinon, moi, je crains pour le futur que ces mouvements hebdomadaires y perdurent, voire qui s'amplifient et qui nous mettent un pays en plus grosses difficultés qu'il n'est à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que les questionnements sont là. J'espère que les réponses elles viendront très très rapidement. Si le débat de Saint-Angoël est un succès,
le maire ne nie pas la difficulté à l'organiser. C'est vrai que c'est assez chronophage au niveau temps. Le maire nous a confié qu'il pourrait mettre en place un débat chaque année, une expérience validée par les Saint-Sois. Bonjour Com, vous nous avez rejoint pour parler du grand débat national de Saint-Angoël. Alors dans le reportage, on voit qu'il y a très peu de jeunes dans les participants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ils étaient aussi absents dans cette participation du grand débat ? Bonjour Alison, bonjour Quentin. Alors c'est assez simple, c'est que les jeunes ne sont pas présents parce que les thématiques abordées les concernent un peu moins. En effet, il y a une majorité de retraités ou de personnes qui étaient au-delà de 45 ans. Et les thèmes qui plaisent aux jeunes, par exemple l'écologie, sont moins mis en avant que d'autres thèmes comme les retraites ou autres qui eux, sont très pris dans ces débats. Alors, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup, en tant que jeune, de participer dans ces grands débats ? Alors, bien sûr, ça vaut le coup. Alors déjà, ces concertations sont très rares. Là, c'est la première fois depuis plusieurs dizaines d'années qu'on n'avait pas eu de concertation de la sorte. Et il y a beaucoup de problématiques locales qui sont abordées et discutées entre les différentes personnes présentes dans ces débats. Et surtout, comme l'a dit le maire, c'est un bel acte de citoyenneté que de se rendre dans ces débats. D'accord. Et donc, vous parliez des thématiques abordées, mais quels étaient vraiment les sujets forts qui ont été abordés lors de ce débat à Saint-Goël ? Alors, déjà, les thématiques, les 4 thématiques qu'on a pu voir dans le reportage, ce ne sont pas les mairies qui ont décidé de parler de ces sujets, c'est l'État qui a défini ces 4 thèmes. Celui qui revenait le plus était sans doute démocratie et citoyenneté, avec notamment beaucoup de questions sur les revenus de nos élus et le cumul des mandats. D'accord. Et est-ce que vous pensez que ces grands débats traduisent une sorte de nouvel intérêt pour la population, pour la politique ? Alors, c'est mon avis, mais je pense que la politique a toujours passionné les Français. Quelques exemples récents encore, lors des lois sur le mariage pour tous, il y avait eu une forte mobilisation et c'était très clivant, à la télévision notamment. Et auparavant, on peut citer d'autres lois qui ont aussi créé une sorte de clivage dans la société française. Il y a la loi Savary sur l'école laïque. On peut revenir encore plus loin, l'indépendance de l'Algérie ou encore l'affaire Dreyfus. Mais bon, là, nous étions tous non-nés. Oui. Mais oui, je pense que c'est un intérêt qui n'est pas du tout nouveau, c'est juste un grand moment de débat. Et nous en aurons encore d'autres, je pense. Parce que là, c'était des événements là, assez courts. Là, c'est quand même quelque chose de très long. On est depuis le novembre, mi-novembre. Donc peut-être que voilà, c'est peut-être un nouvel intérêt. Il y a un réel malaise actuel, ouais. Mais je pense que si on reprend l'exemple du mariage pour tous, ça va aussi durer pendant quelques mois, les différentes manifestations et les différents débats. Oui, donc pour vous, l'intérêt, c'est jamais perdu. Exactement, c'est juste un rebond. L'intérêt, pour moi, a toujours fait partie des Français. Très bien, merci Com. Et on peut toujours agir dans les grands débats, mais aussi nous pouvons agir d'une moindre échelle. Par exemple, c'est le cas pour le salon Pink Up, un salon de beauté solidaire à Lille. Reportage de Juliette, Léonie, Ivoire et Léonie. Situé en plein cœur de Lille, le salon de beauté solidaire Pink Up accueille des femmes dans le besoin. Licenciées, divorcées, d'origines différentes, ce salon leur redonne confiance en elles et leur permet parfois une réinsertion professionnelle. Fanny Decalf, l'une des coiffeuses du salon depuis 1 an, revient sur le concept. Ici, c'est un salon de coiffure solidaire où on peut avoir un conseil en image, de l'esthétisme et de la coiffure. Et au niveau de la coiffure, je vais proposer toutes sortes de coiffures. Ça va de la couleur au balayage, au lissage, à la coupe, au brushing, exactement comme dans un autre salon de coiffure. Les clientes en fait, qui viennent au salon sont des clientes qui sont obligatoirement inscrites chez Pôle emploi, qui sont dans la difficulté. Ou au RSA en fait, ou qui peuvent aussi toucher parfois ce qu'on appelle l'AH. C'est une prime pour les gens qui ont un handicap, mais ils sont inscrits chez Pôle emploi. Et c'est des gens qui cherchent à se réinsérer dans la société. Donc en fait, en passant par chez nous, elles ont un conseil en images, au niveau notamment aussi de la coiffure. On va leur proposer vraiment quelque chose qui est adapté à leur visage et à leurs cheveux. Et bien évidemment, elles vont payer beaucoup moins cher qu'ailleurs. Des prix défiant d'ailleurs toute concurrence, allant de 9 à 20 €. C'est ce qui a attiré Dalida Kenaza à adhérer à ce salon.
J'aime bien parce que c'est vraiment féministe déjà et très solidaire. Et en même temps, l'accueil est chaleureux. On a le petit café, le petit thé, le petit truc qui fait que bien. Oui, on peut prendre un temps à partir avec une coiffeuse et puis prendre le temps de parler, tout ça. Je veux dire, c'est convivial. C'est convivial et la porte est ouverte. Changer de look, peut-être pas vraiment, ça va peut-être pas changer de tête, on va couper. Pour me sentir mieux déjà, pour avoir confiance en moi, plus de confiance. Regarder les gens dans les yeux sans être gêné d'être par exemple mal coiffé ou mal... parce que je fais partie des gens qui ont le minima social, quoi. Je fais partie de ces personnes-là, donc je ne veux pas, parce que je suis dans cette situation-là, me sentir plus bas, quoi. Là, ça me relève, le fait de me coiffer, de m'assumer, de prendre un temps pour moi, rien que pour moi. Et là, je m'assume complètement, quoi. Complètement. C'est le but, d'avoir un autre regard sur moi, meilleur. Ce qui me plaît le plus, c'est... alors, ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive quand même assez souvent. C'est de rencontrer une femme qui vient ici pour la première fois. Elle ne sait pas que ça existe. Quand elle arrive, elle est un petit peu hésitante. Elle se demande qu'est-ce que c'est, un salon solidaire. Elle arrive ici, elle se sent bien. Ses cheveux, en général, c'est une catastrophe. Et puis, je lui coupe les cheveux, je lui fais une belle coupe. Et en général, elle pleure de joie. Et elle se retrouve, en fait. Elle se retrouve, elle a l'impression qu'elle est belle. Elle est belle, d'ailleurs. Alors Juliette, bonjour. Bonjour. Donc vous avez fait le reportage sur Pink Up. Donc c'est un salon de beauté pour personnes un peu en difficulté. Pourquoi ce salon favoriserait-il la réinsertion professionnelle ? Tout simplement parce que le salon agit tout d'abord sur un plan esthétique, c'est-à-dire qu'en offrant des soins, donc tout ce qui est coiffure, maquillage et même conseil, c'est un moyen de redonner confiance à ces femmes et pour elles donc de faire une meilleure impression peut-être pour un éventuel entretien. Et justement, à ce propos, la coiffeuse qu'on voit dans le reportage, Fanny De Calf, regrettait le fait qu'en France, le recrutement des femmes soit essentiellement, soit beaucoup basé sur le physique, qu'une femme, par exemple, avec un CV moyen mais apprêté, soit peut-être plus facilement recrutée qu'une personne avec un bon CV mais qui est moins soignée. Et donc, le salon Pink Up ne peut pas vraiment lutter contre ce fléau de la société, contre ces injustices, mais en apportant justement des soins à petit prix. C'est un moyen pour ce salon d'aider ces femmes tout de même démunies. Ouais, et justement, est-ce qu'il y a une visée féministe derrière ça ? Alors, c'est ce que dit la cliente dans le reportage. Féministe au sens où peut-être que le salon est tenu par des femmes, pour des femmes. Mais si on s'en tient vraiment à une définition assez rapide du féminisme, qui dit lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes, le salon ne lutte pas à proprement parler pour cette cause. L'action, c'est avant tout d'aider les personnes, les femmes, à se sentir belles, à reprendre confiance pour récupérer une vie sociale, elles qui étaient totalement renfermées dans leur univers et dans leur quotidien assez difficile. Oui, la confiance, c'est important pour se réinsérer socialement. Est-ce que vous avez eu des retours d'expérience de la part des employés ? Oui, on entend Fanny De Calf insister sur le fait qu'elle se sent jamais plus utile que lorsque d'un seul coup la cliente retrouve le sourire parce qu'elle se trouve belle en regardant dans le miroir, et c'est vrai que c'est quelque chose de très gratifiant pour la profession, mais elle insistait aussi sur le fait qu'il est important pour les coiffeuses de prendre la distance avec leurs clientes parce qu'elles ont parfois un quotidien assez lourd, c'est des histoires assez difficiles, et si elles veulent justement leur apporter des ondes positives, être à l'écoute, toujours de la bonne énergie, elles ont besoin de couper en fait le soir quand elles rentrent chez elles. Et donc là, on a le témoignage de Fanny De Calf, mais aussi on a rencontré des stagiaires
Ce sont des femmes qui ont été recrutées il y a très peu de temps, qui étaient encore chez Pôle emploi il y a quelques semaines. Et en fait, c'est aussi un moyen de prouver et de donner de l'espoir aux clientes parce qu'elles peuvent retrouver un emploi, que c'est possible. Et justement, ces stagiaires sont peut-être mieux placées que n'importe qui pour être à l'écoute et comprendre en fait les difficultés du quotidien. C'est vrai que Pink Up met en valeur l'entraide. Et dans une société où on est très renfermé finalement dans notre bulle, on est dans notre travail ou derrière notre ordinateur, justement, je pense que c'est important qu'il y ait encore des personnes qui défendent ces valeurs. C'est une très belle initiative. Merci Juliette. De rien. Les femmes, donc, on a vu dans ce reportage, se font une nouvelle beauté, mais ce n'est pas la seule chose à Lille. C'est également le cas du musée d'histoire naturelle qui a subi quelques changements. C'est un reportage, on en parle juste après avec Océane. Le musée d'histoire naturelle fait peau neuve. Après plusieurs semaines de travaux, le musée dévoile son nouvel espace géologique. Intitulé « La Terre, théâtre de changement », le parcours est l'occasion pour les visiteurs d'observer non plus 300, mais 500 pièces. On souhaite par ce biais renforcer l'offre permanente du musée d'histoire naturelle et pour en faire un lieu de plus en plus accueillant, qui soit à la fois qui amène à la curiosité, mais qui amène aussi à la connaissance et à la réflexion sur les grands problèmes de notre temps. Donc vous avez vu que cette nouvelle scénographie permet de voir l'ensemble des collections avec beaucoup plus d'acuité et de lumière. La galerie offre un nouveau parcours qui permet de déployer une narration, de mieux comprendre les échelles du temps, les transformations du paysage, la place de l'homme dans l'évolution et même la fragilité du vivant qui nous interroge aujourd'hui encore. Une nouvelle atmosphère qui se veut source d'attractivité. Les présentations permanentes, de même que les expositions temporaires, sont amenées à ne pas rester 50 ou 60 ou 80 ans toujours en place. L'idée, c'est qu'on arrive à proposer quelque chose de nouveau aux visiteurs pour lui donner envie de venir ou pour lui donner envie de revenir. Donc là, on a vraiment travaillé sur une ambiance générale pour que les sciences de la Terre soient un peu plus attractives qu'elles ne l'étaient auparavant. Jusqu'à maintenant, c'était une succession de strates d'anciennes expositions avec des couleurs, avec des formes qui n'étaient pas forcément très agréables à regarder. Il n'y avait pas de discours construit. Cette scénographie, ludique et participative, semble conquérir les visiteurs, bien que certains semblent regretter l'espace précédent. Je trouve que c'est quand même bien, c'est moderne, mais la partie arborée qu'il y avait ici, c'est dommage qu'elle soit enlevée. Enfin, après, j'ai vu les arbres là-bas en haut, mais ça fait moins représentation qu'avant, mais après ça reste quand même moderne, ludique, donc c'est pas mal quoi. Chez les plus jeunes, ce nouvel espace fait l'unanimité, et ce... parce qu'il y a des dinosaures. Mon dinosaure préféré, c'est le grand, parce qu'il y a des grandes dents, il est long, il n'y a pas de pattes, et il peut attaquer par l'eau. Des êtres disparus il y a 65 millions d'années, et qui attisent toujours la curiosité. C'est à toi. Bonjour Océane, vous avez participé à la réalisation du reportage. Alors dans le reportage, on peut voir qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont présents lors de la visite. Alors est-ce que c'est accessible pour les enfants de visiter, de parcourir le musée ? Oui, la nouvelle scénographie se veut ludique et accessible. L'ancienne galerie avait une forêt une forêt et elle a été enlevée. À la place, a été mise une installation en forme de squelette de dinosaure. Et en fait, il s'agit d'une bibliothèque avec des ouvrages pour les enfants où on peut également s'asseoir dessus. Et il y a également des écrans avec des tablettes et des outils pédagogiques pour rendre l'exposition plus interactive. D'accord. Et donc, tous ces outils, et notamment dans le reportage aussi, on entend dire que le musée est plus participatif. Donc, quels sont les types d'activités qui le rendent plus participatif ? Par exemple, les enfants sont amenés à apporter des objets qui, pour eux, évoquent le monde des dinosaures. Et il y a une vitrine réservée pour exposer les objets que les enfants pourront apporter. D'accord. Vous allez avoir une belle collection à la fin. Et donc, quelles sont les ambitions à la fin pour le musée dans le futur ? Quels sont les futurs projets ? Le projet, c'est un projet d'agrandissement, notamment pour agrandir l'espace d'exposition, parce qu'aujourd'hui, 5% des 450 000 objets du musée sont exposés.
un projet est prévu d'expansion dans les locaux actuels de la Maison régionale de l'environnement et des solidarités. Et le musée ne s'appellera plus le musée d'histoire naturelle, mais le musée de la nature, de l'homme et de la civilisation. D'accord. Est-ce qu'on pourra toujours y retrouver dans une visite, il y avait auparavant un axolote, donc c'est une sorte de créature marine qui y figurait. Est-ce qu'il est encore là? Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Peut-être. C'est dommage. C'était quelque chose de marrant dans le musée. Dommage qu'il soit plus. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir à quoi ça ressemble, je le conseille. Ouais, trop tard. Mais donc ça bouge pour les musées de Lille, mais ça bouge aussi niveau loisirs, puisque dernièrement, les foulées lilloises ont eu lieu. Vous allez voir ça dans un reportage qui sera expliqué ensuite par Guillaume. La première édition des foulées lilloises a connu un franc succès. Les températures ensoleillées et le cadre idyllique du parc de la Citadelle ont motivé de nombreux coureurs. Je pense qu'on peut parler de réussite parce que là, on a cartonné grâce au soleil, on va dire, cette semaine. On a eu énormément d'inscrits, on a eu plus de 700 inscriptions en une semaine, donc ce qui est énorme. Et ouais, on pensait avoir passé la barre des 1000, là on a passé largement à la barre des 1300, donc ouais, pour nous c'est une réussite. Et la deuxième édition ne sera que meilleure par rapport à la première. Un pari réussi pour cet événement organisé par Lille Métropole Athlétisme. Pourquoi? Parce que le LMA, c'est un club d'athlétisme, on va dire professionnel, avec objectif la haute compétition, mais aussi avec un objectif, c'est de développer le sport loisir. Les athlètes avaient le choix entre 3 formats, une marche ou 2 courses chronométrées. Comme chez les professionnels, les coureurs étaient classés et les vainqueurs célébrés. Côté ambiance, on pouvait compter sur des pom-pom girls déchaînées et des participants enthousiastes. Je m'entraîne depuis quelques semaines au sport, à la course à pied, et j'avais envie de me confronter à un premier événement sportif dans la région, et donc ici dans ma ville. Face à la réussite de l'événement, les organisateurs prévoient déjà les prochaines éditions. On va prévoir une autre édition au mois de juin, et puis après on essaiera au mois de février de toujours de pérenniser cet événement, et aussi par rapport à nos développements sur le loisir, essayer tous les mois d'organiser un 5 km de marche pour que les gens puissent venir se retrouver et partager un moment avec nous et surtout un moment de sport. On espère que les prochaines éditions seront aussi festives que la première. Alors Guillaume a rejoint le plateau du Média Lab. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors donc vous avez fait le reportage donc sur cette course à pied à la Citadelle. Première question, est-ce que c'est un événement qui est pour tous les niveaux ou est-ce que c'est vraiment quelque chose pour un peu entre guillemets l'élite? Alors oui, c'est pour tous les niveaux. La seule chose qui est demandée à l'inscription, c'est de présenter un certificat médical attestant qu'on est apte à la pratique du sport. La seule pièce qui sera demandée. Pour le reste, il y a tous les niveaux qui sont présents. Il y a ceux qui visent évidemment la compétition, qui veulent faire leur meilleur temps, leur chrono et éventuellement se retrouver sur le podium. C'est pour ça qu'il y a un podium comme chez les pros. Et il y a ceux, on l'a vu, qui veulent courir, rencontrer d'autres passionnés et éventuellement des gens avec qui ils pourront s'entraîner en commun après. Exactement, donc c'est vraiment quelque chose de convivial. Voilà. Et même si la course en elle-même, c'est pas votre truc, il y a la marche. Voilà, pour les gens plus âgés ou moins sportifs. Voilà, il y a plusieurs parcours. Donc c'était pendant les vacances, il faisait très beau pendant la deuxième semaine. Est-ce que la météo a vraiment joué un rôle? Alors clairement, oui. Le staff l'admet lui-même. Ils ont eu 700 inscriptions dans la dernière semaine, une semaine où il a fait beau tout du long. Donc clairement, sans le soleil, ça n'aurait pas été la même histoire. Et ils ont été chanceux, en quelque sorte. Et on va parler donc des récompenses, vous en avez parlé juste avant. Est-ce qu'il y avait des récompenses pour les premiers? Alors, pas de récompense en argent, ni même de médaille, juste la satisfaction de faire le meilleur chrono et une petite apparition sur le podium. Voilà. Un petit moment de gloire. Voilà. Donc il y a potentiellement un deuxième événement en juin. Est-ce qu'il y avait des frais d'inscription pour ce premier événement? Alors oui, il y a des frais d'inscription. Selon qu'on participe à la course de 10 km, de 5 km ou à la marche, le prix n'est pas le même. C'est relativement modique, pas plus d'une dizaine d'euros.
Alors c'est un événement qui est voué à revenir au fil du temps. Donc on a vu donc, dans le reportage en juin où il fait généralement plus beau, mais c'est voué donc à revenir chaque année. Donc est-ce que l'année prochaine ça va vraiment revenir? Est-ce que c'est quelque chose qui va se pérenniser dans le temps, sachant qu'en février on est quand même un très beau mois de février et que peut-être que l'année prochaine il y aura un peu de neige, il fera plus froid et du coup moins de personnes. Alors en tout cas c'est l'ambition du club Lille Métropole Athlétisme et des organisateurs. L'idée c'est de faire comme dans toutes les autres grandes villes de France, où chaque ville maintenant, ou presque, a sa course en fin d'hiver, en début de printemps. On pourrait citer les courses de Strasbourg, les courses du Bois de Boulogne. Il y a même, plus près d'ici, les foulées de Valenciennes. L'idée, c'est vraiment de faire que Lille rejoigne ce peloton d'autres villes françaises avec leur événement de course amateur. Merci Guillaume pour ce témoignage. Et c'est déjà la fin de cette émission, Alison. Hélas, je sais. Merci d'avoir visionné le magazine du Master Mag. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous retrouver dans 2 semaines pour un magazine qui sera animé par... Avec Oscar et avec qui? Nina. Avec Oscar et Nina. Merci à tous donc, de nous avoir suivis. Un petit coucou à Elise qui vit une période pas facile à qui on pense fortement. On se retrouve donc dans 2 semaines. Et d'ici là, portez-vous bien et bonne fin d'après-midi.